Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des business analysts francophones. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu exceptionnel puisque je vous propose de suivre une interview que je réalise avec Samy Tefali qui est mon invité aujourd'hui. Et vous allez voir pourquoi j'ai souhaité qu'il intervienne sur ma chaîne. Normalement, je fais des vidéos, soit des tutoriels, des questions-réponses, etc. Mais parfois, je fais des rencontres et ça me donne envie de vous en parler sur cette chaîne. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alice Facci, je suis business analyst, je suis également formatrice, conférencière, coach et créatrice de contenu. Si vous souhaitez en savoir plus sur la business analyse, vous êtes au bon endroit et vous pouvez ne pas vous limiter à cette chaîne YouTube puisqu'il y a également un site internet, bestofbusinessanalyst.fr, dont vous retrouvez les références dans la description de cette vidéo. Et dans ce site internet, vous trouvez des articles, des podcasts, des vidéos bien sûr, et énormément d'informations sur la business analyse également, des documents téléchargeables, e-books, documents, modèles de documents, etc. Tout ça si vous êtes débutant en business analyse ou si vous souhaitez tout simplement monter en compétence parce que vous êtes praticien en analyse d'affaires depuis un certain temps. Voilà pour l'explication du contexte. Alors si aujourd'hui j'ai invité Samy, c'est parce que tout simplement on a échangé tous les deux, notamment parce que Samy voulait élargir son champ de compétences, qui est, vous allez voir, l'expertise en ingénierie des connaissances. Et en fait, en échangeant tous les deux, je me suis dit, mais en fait, tu pratiques déjà à haut niveau, en fait, la business analyse. C'est plutôt, par contre, de la business analyse orientée métier, alors que sur cette chaîne et de manière générale, dans mes contenus, c'est vrai que je me focalise souvent sur la business analyse des systèmes d'information, tout simplement parce que c'est là que se trouvent 80% des besoins, que ce soit au niveau des recrutements, des missions, etc. C'est l'occasion de vous parler de la business analyse orientée métier et donc d'une de ces spécialisations qui est l'ingénierie des connaissances, qui est la base de l'IA. Et donc c'est pour ça que Samy est là aujourd'hui et je te remercie chaudement Samy d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à toi. Bonjour Alice, je te remercie pour ton invitation et bonjour à toutes les personnes qui suivent cette chaîne-là, que je trouve formidable. Voilà. Alors, on va te présenter un petit peu. Enfin, moi, je te présente en trois, quatre lignes. Après, je te laisserai un petit peu la parole pour que tu expliques qui tu es. Et puis, on va vous expliquer à vous tous qui nous regardez ce qui vous attend en termes de différents chapitres, on va dire, de cette interview. Donc, toi, Samy, tu as un master en sécurité des systèmes d'information. Après, tu as eu un doctorat en knowledge management et gestion de crise. Tu as exercé pendant 29 ans au sein du ministère de la Défense nationale en Algérie. Tu as été, et d'ailleurs tu es toujours enseignant, notamment à l'Université de technologie de Troyes en France, où tu formes les étudiants à l'ingénierie des connaissances et plus particulièrement sur l'utilisation des outils de text mining et de data mining, qui sont d'ailleurs aussi des outils qu'on peut utiliser quand on élicite en business analyse, mais de manière moins pointue que toi. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment cette utilisation de cette technique sert à l'ingénierie des connaissances. Est-ce que je vais te laisser, Samy, peut-être plus te présenter pour que tout le monde te connaisse un petit peu mieux avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Je te Alors, laisse la parole. tu as tout dit, sauf que je suis en même temps consultant, donc je fais du consulting sur certains projets en knowledge management ou bien en cybersécurité parce que s'il y a des liens, il y a des liens quand on parle de connaissances, ça ne veut pas dire que c'est la connaissance en général ou les connaissances plus particulièrement parce que on peut pas restreindre une connaissance d'une autre et on touche à tous les domaines sans restriction. Là où il y a des hommes, des êtres humains, ils développent des connaissances. Donc là, on intervient. On intervient surtout pour capter leur retour d'expérience. C'est essentiel. Parce qu'on développe ça, on développe au fur et à mesure cette connaissance-là. Et on a tendance à ne pas l'écrire, on ne pas la transmettre, et c'est ça le problème. Donc voilà, grosso modo, c'est ce qu'on fait. Effectivement, c'est vrai qu'on est dans une société où l'information est clé pour
plein d'entreprises. La plupart des entreprises, c'est vraiment leur business model est fondé sur la connaissance qu'ils ont du marché, mais de leur audience. Et toi, et puis évidemment des processus d'entreprise. Et donc toi, c'est ton cœur de métier d'aller chercher cette connaissance que les gens ont souvent dans leur tête. Et d'ailleurs, avant de te laisser complètement dérouler un petit peu tout ce que c'est, je tiens à dire pour vous qui nous regardez que quand on va recueillir les besoins métiers, notamment, quand on va éliciter, notre plus grande challenge, c'est d'aller faire parler des contributeurs qui n'ont pas écrit leur processus métier et qui ont tout dans la tête. Ou c'est ce qu'on appelle aussi les gens qui se nomment eux-mêmes la Bible du département, par exemple. Donc en fait, on va se référer à eux quand il y a une question, mais en fait, il y a rien d'écrit. Et donc ça, c'est l'urgence pour les entreprises, c'est de capter, comme tu disais, Samy, cette information que les gens ont dans la tête, parce que ça a un impact énorme sur plein de thématiques. Et là, tu vas nous donner des exemples aussi, hein, d'ailleurs. Ok. Alors, donc un petit plan. Donc, comme je l'ai dit en petite intro, on va se focaliser sur la business analyse métier. Donc, pour rappel, on a la business analyse. Donc, l'analyse d'affaires, c'est une vaste discipline qui consiste à identifier, à recommander et à concevoir de manière très très fine la meilleure solution possible pour répondre à un besoin exprimé par une organisation. Donc, c'est un besoin de changement que l'organisation constate, soit parce que il y a effectivement un changement en interne ou en externe. Ça peut être des nouvelles réglementations, une arrivée d'un fournisseur, d'un concurrent, etc. Ou en interne, un nouveau dirigeant qui arrive et qui veut modifier les choses. Mais évidemment, il y a des centaines et des milliers de causes possibles à ce changement, interne ou externe. Et donc, l'analyste d'affaires, il va identifier, recommander, concevoir de manière fine une solution, donc la meilleure solution possible en fonction des contraintes, pour répondre à cette expression de besoin de s'adapter à un changement. Et cette matérialisation de solutions, elle peut se faire de trois manières, soit de manière métier, donc pour les pôles métiers, ça peut être des processus métiers, ça peut être plein d'autres choses. Et l'ingénierie des connaissances fait partie de ces solutions. Soit ça peut être une réponse purement de gouvernance d'entreprise, pour aider l'entreprise à piloter ses performances notamment. Et puis également, on peut avoir une solution purement informatique. C'est là que se trouvent effectivement 80% des besoins. Donc là, on va plutôt intervenir pour concevoir une solution informatique. Voilà. Donc, toi, Samy, c'est l'ingénierie des connaissances et donc ça se rattache à la business analyst qu'on appelle métier. Ce qu'on va voir ensemble, c'est déjà pourquoi est-ce que l'ingénierie des connaissances est si importante de nos jours. Ensuite, tu vas décrire en quoi ça consiste. Également, proposer aussi un mode opératoire. Donc, comment tu procèdes quand toi, tu es en mission chez un client, comment tu procèdes étape par étape. Et puis après, si tu as des conseils, ou en tout cas, tu constates certaines erreurs qui vaut mieux éviter, ça sera la dernière partie de cette vidéo. Interview spéciale avec Samy Tefali. Voilà. Alors, première partie, pourquoi, Samy, est-ce que l'ingénierie des connaissances est si importante de nos jours? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Alors, il faut savoir que la connaissance elle-même, maintenant, est devenue un actif important dans les entreprises, qui, malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, n'est pas valorisé, alors que on est à l'ère de la connaissance. C'est-à-dire que si on regarde ces 30 ou 40 dernières années, c'est à travers la connaissance qu'on a des entreprises telles que Google, Amazon et tout ça. Donc, elles ont développé des expertises, des connaissances, elles ont capté des connaissances, un savoir et elles l'ont mise en pratique. C'est-à-dire quand on a un outil informatique, il y a derrière une connaissance qui est venue. Donc, cette connaissance qui a été captée, qui a été modélisée et qui a été développée par la suite pour avoir un outil informatique. Donc, on voit là, à travers ces entreprises, que il y a, maintenant, on vend plus de la connaissance que, par exemple, des matières premières. Si on prend, par exemple, Google, qui fait un chiffre d'affaires d'à peu près 200 milliards de dollars, qui ne vend que de la connaissance, alors que d'autres des pays qui vendent du pétrole ou de l'uranium n'arrivent pas du tout à ce chiffre d'affaires. Donc on voit là que il y a une prédominance. Il y a ça. D'autre part, on remarque que à travers les générations, on a perdu beaucoup de connaissances parce que ces connaissances-là n'ont pas été formalisées. On le remarque des fois, c'est pour ça que maintenant en archéologie, tout ça, on essaye de revoir certains écrits, certains manuscrits, mais ce qui a été formalisé jusqu'à maintenant depuis la nuit des temps,
et très peu par rapport à ce que l'homme a pu construire. Si on voit les pyramides, par exemple, le plus grand des exemples, les pyramides, on n'a aucun écrit sur comment ont été fait les pyramides. Et ça reste des grandes énigmes. Pour éviter cela, donc, il y a l'ingénierie des connaissances qui est là pour formaliser cette connaissance-là. Elle doit la formaliser. Je vais vous dire par la suite comment et pourquoi. Et elle doit la formaliser, la développer parce que la connaissance n'est pas figée. Il faut savoir que la connaissance n'est pas figée. Elle se développe d'un instant à un autre, d'un moment à un autre. Et elle est soit individuelle, soit collective. Et quand elle est collective, là, ça concerne plus les entreprises et tout ça, qui ont des connaissances collectives. Mais des fois, ces connaissances-là, elles sont éparpillées au sein de l'entreprise et même, c'est-à-dire la gouvernance, quand on parle de la gouvernance, on parle de la haute hiérarchie de l'entreprise, ne sait pas que elle a ce genre de connaissances chez elle. Donc c'est pour ça que notre science s'intéresse à cela. Donc voilà, grosso modo, de quoi il s'agit. Si vous voulez que je parle de comment on procède, alors Alors j'ai juste avant qu'on parle de ça, donc en préparant un peu l'interview, je te disais un petit peu moi, ma compréhension pour que ça soit cohérent. oui, Donc c'est le fait aussi que l'utilisation de l'ingénierie des connaissances, donc tu l'as dit, c'est pour l'économie de l'entreprise qui lui permet de générer du chiffre d'affaires. Tu m'as parlé aussi de notions de sécurité des données, etc. Donc est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus? Parce que donc, on a bien compris que la connaissance, c'est une mine d'or pour que l'entreprise fasse son chiffre d'affaires. Hein, c'est son objectif. Hein. L'entreprise, le but, c'est quand même de faire du chiffre d'affaires ou des bénéfices. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux autres objectifs de l'ingénierie des connaissances, enfin, alors que cela poursuit? Donc, tu parlais de sécurité, il y a peut-être autre chose? oui, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que, alors, pour les objectifs, il y en a plusieurs par rapport à la connaissance. Je vais en citer quelques-unes. Alors, il s'agit surtout d'optimiser les processus. C'est-à-dire que on a certains processus qui sont là, qui sont lents, et que, à travers la connaissance, on peut soit les réduire, soit les optimiser, soit rajouter d'autres choses. Par exemple, euh, vous, dans le business analyst, la majorité du temps, vous faites le processus, ce qu'il y a, mais nous, par rapport à vous, on rajoute la connaissance qui est importante là. Donc, la gestion des connaissances, l'ingénierie de connaissances est un outil pour l'aide à la décision dans des environnements complexes. C'est-à-dire que à travers l'écoute, l'anticipation des besoins et tout ça, donc on aide, c'est un outil d'aide à la décision. Ce qu'il y a d'important, c'est qu'on valorise le capital compétence des personnels. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu plusieurs fois, que quand on fait des interviews avec des personnes et quand on leur modélise, on fait de la modélisation, quand on leur montre ce qu'ils font, ces personnes-là sont, oui, elles se disent, moi, je fais tout ça. Oui, vous faites tout ça. Et ça permet à ces personnes-là de se valoriser en elles-mêmes et d'être valorisées par rapport à l'entreprise. Et ça, c'est formidable d'être valorisé. Et quel que soit votre niveau de compétence dans l'entreprise. Autre chose, l'ingénierie de connaissances, elle a un des objectifs qu'on le voit, c'est l'innovation. C'est-à-dire que et là, on l'a vécu une fois dans un projet, il y a une personne qui est venue avec une idée et on l'a aidé à structurer ces idées-là, à modéliser ces idées-là. Et par la suite, ce monsieur-là, il a carrément lancer une start-up, un outil informatique. Donc voilà, on voit bien que ça aide à l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des idées bien définies, bien concrètes, mais elles savent pas comment s'exprimer pas par là, s'exprimer par rapport à la science, par rapport à leurs connaissances, tout ça. Donc nous, on les aide par rapport à ça. Donc voilà.
D'accord. Donc en fait, pour résumer, c'est pas juste entre guillemets pour écrire de la connaissance. Derrière, ça poursuit un objectif économique. On l'a dit. Tu parlais de la valorisation des individus. Donc le fait de prendre conscience que ils savent faire tout ça, ils se sentent valorisés. Ça aide peut-être au niveau ressources humaines, du coup, peut-être Ah en oui, intérieur. oui, ah oui, oui, énormément, énormément, énormément. Et même psychologiquement, hein, même Ou écrire les psychologiquement. fiches de poste, ou je sais pas, est-ce que ça fait partie des missions qu'on peut te demander d'aider à écrire des fiches de poste ou. Non, pas des fiches de poste. C'est-à-dire que la personne, elle est là, elle a sa fiche de poste, mais elle va au-delà de sa fiche de poste. Et D'accord. ce au-delà n'est pas valorisé. D'accord, ok, ok. Voilà, Ah, c'est, c'est intéressant. Ouais, ouais. ouais, C'est vrai, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens parfois qui se sentent pas reconnus, parce qu'ils savent qu'ils voilà, font beaucoup plus que ce qu'on leur demande de faire et qu'ils ont plus de compétences, mais que c'est pas connu ni reconnu, quoi. ouais, D'accord. ouais, Et donc après, tu disais que ça pouvait aider aussi des gens qui étaient peut-être des start-upers à avoir une meilleure idée, en tout cas plus formalisée de leurs connaissances et de leur peut-être de leur projet pour ouais. pouvoir après lancer quelque chose de concret. Donc ça fait. Et Effectivement, donc, ouais. effectivement, on les aide à structurer leurs connaissances. C'est-à-dire que elles ont une idée par rapport à une expérience. Elles ont vécu, par exemple, ce monsieur-là, que j'ai connu. Et cette personne-là, elle avait une expérience extraordinaire en gestion de projet. Et il est venu vers nous après de la recherche, il nous a contactés et il voulait que son expérience soit, comment dirais-je ça, soit valorisée par d'autres. Et donc, il est venu vers nous et ça n'a pas été facile pour nous. Ça a été une première expérience, mais on a vu qu'on pouvait aider à l'innovation, c'est-à-dire que il avait beaucoup d'idées. Il connaissait très bien son métier. Ça, c'est primordial. Mais il voulait rajouter sa petite touche qui lui Mm. permettait de faciliter le travail par rapport à ses confrères et par rapport à sa hiérarchie. Donc, on est allé avec lui. C'est un projet qui a duré à peu près 2 années. Deux Waouh, années. ouais. Ouais, mais ça a marché, ça a marché. C'est-à-dire qu'on l'a aidé dans la première partie de la modélisation, et après il y a eu la partie développement, et à chaque fois lui, comme c'était une personne qui était vraiment vivace, c'est une personne qui cherchait à faire toujours mieux, et donc on l'a aidé pour un certain temps, et là, ça y est, il a son outil et tout ça. Super. Alors, moi, je te donnerai après une de mes expériences. Tu me diras si j'ai fait de l'ingénierie des connaissances sans le savoir. Mais après, avant d'en parler, la question c'est par rapport à l'IA, donc l'intelligence artificielle. Est-ce que parfois tu fais partie d'un projet d'intelligence artificielle, mais tu es la première étape qui est de recueillir la connaissance, de les modéliser avant que peut-être les ingénieurs commencent à modéliser et à créer la solution d'IA. Est-ce que ça t'est arrivé? Alors, effectivement, dans notre domaine, on est à la base de l'ingénierie, de l'intelligence artificielle, parce qu'on modélise cette connaissance-là. Et une fois qu'on modélise cette connaissance-là, on peut faire avec des programmes informatiques, on peut faire de l'apprentissage, même que dans les connaissances, j'ai oublié de le dire que il y a la partie connaissance humaine, mais il faut pas oublier que les êtres humains ont écrit, donc il y a du texte. Donc, nous, on prend en compte le texte à travers le text mining. Et il y a des données qui ont été aussi mises dans des ordinateurs et tout ça. Donc, on prend tout ça, on modélise tout ça et ça permet à d'autres personnes vont venir avec derrière nous, les développeurs et tout ça, de développer, de faire de la programmation et tout ça. Mais ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est que nous, on leur facilite. C'est-à-dire, au lieu que ça soit un algorithme écrit, donc nous, c'est des modèles. Et à travers le modèle, il sait par exemple, lorsqu'il y a un si, alors, lorsqu'il y a, D'accord. d'accord, voilà, c'est, Alors ça on va juste tu peux expliquer un peu plus, mais j'introduis parce que ça, il y a plein de gens qui ne se comprendront pas. Et je plaide souvent pour l'utilisation d'algorithmes, même dans la rédaction, moi, des spécifications, par exemple fonctionnelles, plutôt que d'écrire ce que je dis souvent une prose indigeste de spécifications fonctionnelles de la solution, où c'est un roman littéraire qui est inexploitable par les développeurs. Je dis souvent,
au moins écrivons-le avec les algorithmes, les 4 familles d'algorithmes qu'on utilise en informatique, enfin quand on va faire du développement, de la programmation, et notamment il y a la notion de si alors sinon, donc de cas, de case et de boucle, voilà, Oui. et de variables, ces 4 familles. Donc si là c'est ce que tu évoquais, c'est que la manière dont tu modélises permet aux développeurs après de programmer beaucoup plus facilement parce qu'ils retrouvent ces algorithmes. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement, c'est ça, parce que nous, ce qu'on fait, c'est des petits modèles où il y a le si, il y a le non, il y a et donc lui, il n'a qu'à suivre, c'est-à-dire il n'a pas, parce que dans les algorithmes, on peut soit les écrire, soit on faire des petits schémas, et quand c'est des petits schémas, l'être humain, c'est plus facile pour lui de lire ça que quand c'est écrit. Donc déjà Oui. c'est plus facile, c'est plus beau visuellement, il y a des couleurs et tout ça, et c'est reposant. Alors que quand on écrit ça devient un peu plus compliqué pour certains. Donc voilà. Très bien. Donc j'avais une petite question sur une de mes expériences qui a été très intéressante. J'étais dans une multinationale où j'ai été mandatée pour aller réingénierer, redéfinir les processus d'un département qui fusionnait avec un autre. Donc là, moi, j'ai été, je suis allée à la rencontre de tous les utilisateurs, de tous les collaborateurs en fait des départements, donc des points focaux, qui m'ont expliqué leur travail, comment ils faisaient, pourquoi, etc. Et j'ai tout en fait, moi, j'ai tout recueilli de manière à couvrir la compréhension de tout ce que tout le monde faisait. Et j'ai écrit, du coup, j'ai cartographié, en fait, là, sous la forme d'un diagramme d'activité à couloir, notamment. J'ai cartographié comment fonctionnait tout le processus. Et après, ça a permis de redéfinir, comme c'était une fusion de départements, à quels endroits, en fait, il fallait effectuer, là où ça marchait, là où ça marchait pas, en fait. Ce qui marchait, on le conserve. Ce qui marchait pas, on cherchait une amélioration en déterminant les causes racines. Et après, ça aboutit à l'écriture de procédures d'entreprise très 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 pointues, très métier. Donc moi, je suis partie de zéro connaissance de ce domaine d'activité pour en fait faire des interviews, des ateliers de travail, etc. pour comprendre, capter la connaissance et la modéliser. Est-ce que ça, en fait, sans le savoir, j'ai fait de l'ingénierie de la connaissance, Tu as fait une partie, tu as fait une des partie connaissances. effectivement, tu as fait une partie effectivement, mais nous, dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle une carte de connaissances. Alors, je vais vous expliquer, nous, on fait le livre de connaissances et les cartes de connaissances. Donc, les livres de connaissances, c'est ce que j'ai dit. Il y a une expertise quelque part. On fait des rencontres avec ces personnes-là. On recueille, on fait un recueil, tout ça. Et après, on modélise et on a un livre de connaissances qui est traduit. Après, c'est pour faire comme je vous ai dit, des programmes informatiques, des films, de la formation ou carrément une base de connaissances. Après, pour certains, on fait une carte de connaissance, c'est comme une carte géographique. Tu l'as dit, une cartographie. Mais dans cette carte, il y a des connaissances bien précises qui sont dans l'entreprise. Donc, on les détermine à travers la carte là. Et on voit, des fois, quand il y a des connaissances qui sont là, qui se ressemblent, mais qui ont des appellations différentes. Donc, on les rassemble. Des fois, on voit qu'il y a des connaissances qui sont là, mais qui ne devraient pas y être. Donc, on se dit pourquoi elles sont là. On se pose la question, est-ce que l'entreprise en a besoin ou pas? D'autres connaissances qui sont là, mais dont l'entreprise ne sait pas que cette connaissance est là et qui pourrait la valoriser. C'est-à-dire des fois, on a trouvé que certaines entreprises, elles font des partenariats avec d'autres entreprises pour certaines connaissances, alors qu'elles ont cette connaissance chez elles. Donc, on essaye de développer tout ça, de voir tout ça avec eux, de le mettre là. Et à travers ça, on peut refaire une réorganisation, que ce soit dans un département ou à travers et refaire même l'organigramme. Et ça, c'est important pour les entreprises parce que la majorité d'entre elles, quand elles se réorganisent, c'est pas dans un but réel par rapport à la connaissance, c'est plus dans un but de budget, tout ça. Alors que logiquement, elles devraient le faire par rapport à leur connaissance pour faire évoluer l'entreprise. Donc voilà. Mais tu t'es approché de ça, tu as utilisé d'autres outils, mais si tu avais fait ce qu'on fait, ça aurait été visuellement déjà pour toi plus concret
et tu aurais fait un meilleur travail, je pense, que ce que tu as fait. Je sais que tu as fait du bon Ouais. travail, mais tu aurais fait Non, non, mieux. j'en suis sûre. C'est pour ça que j'adore aussi interviewer des experts. C'est que ça permet de faire évoluer notre métier qui est déjà très large. Et je suis d'accord parce que la problématique centrale qu'on a en tant que business analyst, c'est que la masse énorme d'informations qu'on recueille, au bout d'un moment, il y en a tellement et il faut réussir à faire le lien entre toutes les infos, surtout qu'au début, on les recueille, on les connaît pas. On débarque souvent sur un secteur qu'on connaît pas ou une entreprise qu'on connaît pas et on n'a pas la capacité au début de recul pour savoir si c'est important ou pas important. Et donc, en fait, c'est vrai que si j'avais été formée à l'ingénierie des connaissances, pour certaines missions, je suis persuadée que j'aurais mieux organisé mon temps déjà. Peut-être aussi que mes préconisations auraient été différentes. Donc, ouais, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. J'ai une question qui m'est partie passée. Là, c'est le truc, toi, normalement, quand t'écris pour pas oublier. Et là, c'est parti aussi sec. Si. Tu parlais de prise de décision tout à l'heure pour aider à la prise de décision. Et notamment le fait que certaines entreprises, grâce à l'ingénierie des connaissances, elles se rendent compte qu'elles possèdent une connaissance alors qu'avant elles faisaient peut-être des partenariats avec d'autres entreprises pour aller récupérer cette connaissance. Et justement, alors ça c'est important parce que moi je l'ai vécu en tant que consultante du coup, où l'entreprise elle réfléchit au risque, par exemple, d'avoir de trop se baser sur des prestataires en interne qui du coup commencent à être ceux qui sont les sachants en interne, c'est eux qui du coup connaissent certains métiers de l'entreprise. Donc l'entreprise décide à un moment donné pour faire baisser ses coûts de faire appel à des prestataires et donc en interne il n'y a plus personne ou très peu de personnes qui savent faire ce que font ensuite les prestataires et si les prestataires ne sont plus là, que ce soit à titre intuitu personnel, une personne parfois qui connaît tout ou l'entreprise prestataire, ils se retrouvent en fait dans leur chaîne de valeur en péril en fait. Il y a un vrai risque. Et donc toi, est-ce que c'est le genre de projet aussi sur lequel on peut te faire venir? Oui, oui, effectivement, effectivement. C'est- Nous, on peut nous faire venir. Des fois, il y a des entreprises qui ont des personnes là. Et ces personnes-là sont amenées à partir, soit pour la retraite, soit pour se déplacer dans une autre entreprise, et elles ont un savoir. Donc, si elles partent comme ça du jour au lendemain, c'est sûr qu'elles vont faire un petit processus de passation de consignes, généralement, quand ça se fait, hein, et elles partent. Mais ce qui va être capté là, c'est en deux ou trois lignes dans une page ou deux, pas plus que ça. Alors qu'on peut capter cette connaissance-là sur cette personne-là avant son départ. On prend un temps, un mois ou deux, on capte cette connaissance et on la modélise. Il peut partir aisément. Il peut partir. On n'a plus par la suite à le contacter. Et la personne qui va le remplacer, il va trouver tout ce dont il a besoin sous sa main. Donc, au lieu de mettre 6 mois, se mettre dans le bain, il va mettre un peu moins de temps, c'est-à-dire il va mettre 15 jours à un mois. Il a toutes les données. Et à chaque fois qu'il va se poser la question sur un problème qui ressurgit, parce il a été déjà traité par la suite, il va trouver dans les documents ou dans la base de connaissances l'information qu'il veut. Donc, oui, effectivement, on le fait. Donc, par rapport à ça. Donc, on vient des fois en amont de ça et c'est dommage que beaucoup d'entreprises ne le, ne le font pas. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a ma, mon ancienne encadrante et ma tutrice, que je remercie beaucoup et que je salue, Madame, professeur Nadamata, qui est à la pointe de cette science. Alors, une fois, elle a été appelée par une entreprise dont je ne citerai pas le nom, et cette personne-là avait une personne qui, à la vue d'œil d'un produit, à la vue d'œil d'un produit, elle savait que ce produit-là était valable ou pas. Faut le faire, hein. Ouais. Expertise. Donc, ils ont fait appel à elle. Elle est partie, elle a fait un livre de connaissances avec ce monsieur, ça a duré à peu près un mois. Il a pu partir en retraite et ce livre de connaissances a été déployé dans toutes les autres usines de cette entreprise-là et ça a fait que du bien pour l'entreprise. Donc voilà.
Ouais, super. Alors du coup, c'est ça. Après, on va passer aux étapes, mais ça m'amène à une question, l'accompagnement, enfin la conduite du changement, parce que moi personnellement, et je suis sûre que tu l'as rencontré d'innombrables fois, quand on va aller chercher l'information dans la tête des gens, et certaines personnes comment dire, se sentent exister dans un département, dans une entreprise, parce qu'elles possèdent un savoir que les autres ne possèdent pas, et parfois ça peut être compliqué d'aller leur récupérer cette information parce que ils freinent eux-mêmes la transmission, de peur qu'il soit inutile après ou remplacé. Est-ce que ce genre de choses, tu le rencontres, j'imagine, et comment tu le traites? Effectivement, on le rencontre souvent, mais il suffit de parler avec ces personnes-là et les assurer qu'on n'est pas là pour les remplacer, pour se débarrasser d'eux, parce que on est là pour les valoriser. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ça leur permet d'être valorisés. On est là pour valoriser leurs connaissances, pour leur donner de l'importance. C'est pour ça que des fois quand je fais des missions, je dis à la DRH, cette personne mérite d'être promue, euh, d'avoir une promotion par rapport à ce qu'elle fait. Il faut pas. C'est dommage que chez nous, dans les entreprises, dans le monde entier, on a hiérarchisé les métiers, tout ça, mais on a oublié de faire des hiérarchies par rapport à la connaissance. C'est-à-dire, on passe d'un poste A à un poste B, mais entre le A et le B, il y a rien. Et on devrait valoriser ces gens-là par rapport à leur connaissance et ça leur donne de l'importance. Donc, effectivement, à chaque fois, on doit leur expliquer que l'on est soit dans un cadre de recherche, soit dans l'évolution, mais c'est plus pour les valoriser. C'est ça ce qui est important de le faire. D'accord, super, super intéressant. Alors, on va passer à la deuxième étape qui est de savoir finalement quel est ton processus. Donc moi, c'est vrai que j'ai fait mes petites recherches, mais ce que je veux, c'est que toi, tu l'expliques parce que tu es sur le terrain. Comment est-ce que tu procèdes pour aller faire ton ingénierie des connaissances? Donc, il y a moi, ce que j'ai pu voir, c'est la création et acquisition des connaissances. Donc, on en a parlé. C'est ça, c'est pour ça que j'ai retrouvé des points communs avec la business analyse et notamment les licitations. Après, il y a la modélisation dont tu as parlé, la gestion des connaissances, donc le stockage, la récupération et la mise à jour des connaissances dans les bases de données, leur utilisation, donc l'application pratique, tu en as aussi parlé, les outils et technologies, tu as parlé text mining, etc. et data mining. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai pu voir, mais moi ça reste du théorique. Est-ce que tu peux expliquer les étapes de l'ingénierie des connaissances et peut-être illustrer aussi avec des missions que tu as effectuées? D'accord. Alors, tout d'abord, on fait comme chez vous, il y a toujours une réunion de cadrage. C'est-à-dire qu'on cadre notre mission et dans cette réunion de cadrage, on essaye de déterminer avec les partenaires d'entreprise ou la personne qui est notre interlocutrice, les experts. Quand on parle d'experts, c'est-à-dire que c'est la personne qui sort du lot par rapport aux autres personnes ou bien la personne qui doit partir et qui a des connaissances un peu spécifiques. Donc, une fois qu'on connaît ça, nous, on suit particulièrement, on suit la méthode MASC. C'est méthode d'analyse et de structuration des connaissances, mais avec un cas. C'est une méthode française qui a été initiée par Jean-Louis Hermine et qui a été utilisée au CEA d'abord. Maintenant, elle est utilisée un peu partout. Donc, que je salue lui aussi, que je connais bien. Et donc, cette méthode, on suit cette méthode, on commence par un recueil de connaissances. Ce recueil se fait à travers des interviews. Donc, au fur et à mesure, il faut pas que ces interviews durent très longtemps parce que c'est fatigant. Le fait qu'on y va dans des spécifications très pointues, donc ça le fatigue. On essaye de faire des interviews qui ne dépassent pas les 2 heures. Donc, à chaque fois. Quand il y a plusieurs personnes qui ont la même expertise, donc eux-mêmes sont interviewés, on essaye après de faire des réunions de consensus entre elles. Donc, au fur et à mesure qu'il y a l'interview, on modélise, on valide jusqu'à ce que ce soit fini. Après cette période de modélisation, il y a une période, donc il y a l'interview, la modélisation, après il y a la validation. Et la validation se fait d'abord avec les experts, puis ça se fait avec la hiérarchie. Et une fois qu'on termine tout ça,
on implémente. Quand on implémente, c'est-à-dire qu'il y a le livre de connaissances, ou bien on met la carte de connaissances, ou bien carrément avec des informaticiens, des développeurs et tout ça, on essaye de mettre en place une base de connaissances. Cette base de connaissances, c'est plus des forums, c'est des documents qui sont à l'intérieur, c'est des pratiques, donc des films, pourquoi pas. On a fait des fois des films. Pour aider certaines personnes à mieux travailler, leur montrer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, avec des petits scénarios qu'on a conçus avec eux. Donc, grosso modo, ça se passe comme ça. Et, ce qu'il y a de formidable dans ça, c'est que on y va dans, comme tu l'as dit tout à l'heure, on y va dans une entreprise, on ne sait pas comment ça se passe, on ne connaît pas cette expertise, on découvre avec eux. Et la découverte nous apprend beaucoup de choses. Quand on découvre, on se dit, mais ces gens-là, ils font du travail extraordinaire. Je vais vous donner un exemple. Dans une association qui aidait certaines personnes d'un certain âge qui vivaient dans la ruralité. Et il y avait des personnes qui étaient là, les aides à domicile, qui étaient là, par exemple, qui venaient le matin, faisaient la toilette du matin, leur donnaient le petit déjeuner, tout ça. Mais quand cette personne vous parle de la toilette, c'est un art. C'est vraiment un art. Il y a toilette debout, toilette assis, toilette sur la chaise, et ça, on le voit pas. Pour nous, c'est automatique, ça se fait. Mais quand on commence à fouiner derrière, on trouve que c'est des techniques que cette personne-là maîtrise, mais qui sont pas valorisées. C'est dommage que ça ne soit pas valorisé. Et nous, on est à chaque fois, on se dit, mais bon sang, cette personne-là fait des trucs incroyables. Donc c'est ça ce qui est bon. Donc grosso modo, voilà comment ça se passe. C'est passionnant et ça me touche ton exemple, même si tu le savais pas, mais ça me touche particulièrement parce qu'il y a quelques années, j'ai été dans une situation aussi où j'ai dû être aidée. J'étais tétraplégique, même si ça ne se voit plus, et j'ai été dans un état où, effectivement, il y a des gens qui sont venus faire ce que je pouvais plus faire. Et comme tu dis, c'est tout un art parce qu'en fonction de la pathologie de la personne, tu peux pas le faire. Il y a des gens qui ont des fortes douleurs ou plein, voilà, il y a plein de pathologies. Et comme tu dis, ce que ça s'apprend en fait. Alors s'il y en a qui le font de manière intuitive et d'autres aussi, mais il y a alors en l'occurrence à l'hôpital, c'est les aides-soignants qui apprennent ça. Hein, Oui, mais comme tu dis, c'est de la connaissance et ça c'est pas valorisé. Ça tu le soulèves effectivement et ça fait la différence. Hein, un soignant qui sait faire par rapport à un autre qui le fait sans avoir ni la connaissance ni l'intuition, il y a une énorme différence pour la personne en face. Donc ça, là pour le coup, ça me touche beaucoup parce que on parlait d'IA, mais là on parle d'humain et c'est très beau aussi quoi. Donc merci pour cet exemple. Alors je voulais aussi poser la question. Alors on va parler un petit peu après. Donc je reprends un petit peu mon plan. Hop. Donc tu vas parler des différentes étapes. Est-ce que tu peux approfondir un petit peu? Donc alors tu parlais de comment tu vas acquérir les connaissances en faisant des interviews. Est-ce que tu as des techniques spécifiques comme on peut retrouver dans la vente, par exemple, les vendeurs, ils ont des techniques spécifiques pour aller chercher l'information auprès de leurs prospects, ou est-ce que toi, avec l'expérience en plus que tu as, tu sais maintenant intuitivement le type de questions à poser, comment rebondir, etc. oui, ça vient aussi avec l'expérience, effectivement. Mais après, nous, c'est-à-dire à chaque fois, on demande la question qui se pose, c'est le comment. Comment vous faites ça? Je vais prendre un exemple. Je me peigne, oui, mais comment? Avec un peigne vers la droite ou vers la gauche? Pourquoi vers la gauche et pas vers la droite? On y va à travers des petites questions comme ça, jusqu'à ce qu'on ressent que cette personne n'arrive plus à s'exprimer. Donc, il nous dit ça et c'est bon, je comprends pas comment je fais. Mais on essaye de voir le geste qu'il fait, ou par exemple, si c'est gestuel, on essaye de voir son regard et tout ça, ça nous permet de modéliser tout ça. Donc vraiment c'est intuitif parce que on sait pas d'abord on lui demande bon, qu'est-ce que vous faites, il va nous dire grosso modo voilà je fais ça ça ça. Euh, vous- et après
On commence par branche. Il nous dit par exemple, j'écris sur une page. Ok, vous écrivez sur une page, c'est beau. Comment vous prenez la page? Comment vous prenez votre stylo? Qu'est-ce que vous écrivez? Et au fur et à mesure, on a des détails. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. D'accord, donc c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent, quand on va recueillir l'information, il y a les questions qui, quoi, pourquoi, comment. Oui. Et en fait, l'ingénierie des connaissances, bah, évidemment, tu es obligé de passer par le pourquoi et le quoi, mais on va dire le gros du travail, c'est le comment. C'est ça, Le hein? comment, ouais, ouais. On y va dans le comment. Pourquoi ça et pourquoi pas ça? Mais comment? Pourquoi ça? Pourquoi pas ça? Comment? Voilà, oui. D'accord. Et oui, pourquoi et pourquoi pas. Ouais, ça c'est intéressant. Effectivement, on oublie souvent quand on va recueillir, on demande enfin, on met à la forme positive et on oublie de réfléchir à ce qui n'est pas dans le champ Ouais. d'analyse entre Ouais. guillemets, Et c'est qui peut là être tout où aussi intéressant. Ouais. et c'est là où il y a les si non dans l'algorithmique. Et oui. Et oui, d'accord. Voilà, c'est là où on a les si non. Donc voilà. Alors justement, tu parlais du coup de la modélisation. Comment est-ce que tu procèdes? Est-ce que tu utilises des notations? Alors maintenant, on parle beaucoup de BPMN, UPN. On parle voilà de tous ces langages de modélisation qu'on utilise en tout cas pas forcément en informatique. BPMN notamment, c'est beaucoup dans les métiers. Parce que moi tout au début quand j'ai modélisé, je l'ai fait totalement à l'instinct. J'avais pas été formée au langage de modélisation. Ce n'est qu'après que je les ai découverts. Comment ça se passe de ton côté? Tu parlais des diagrammes avec des formes qui représentent soit des actions, soit des décisions, etc. Comment est-ce que tu procèdes? Est-ce que c'est intuitivement avec une méthode spécifique? Alors pour nous, il y a la méthode masque. Donc, où il y a certains modèles qui sont déjà définis, donc on les suit. Et après, c'est intuitif, c'est par rapport à notre expérience et tout ça, on essaye. Mais ce qui est important, là, on vient de le découvrir il y a pas longtemps, c'est-à-dire que même quand je l'ai découvert avec Nada et on essaie de travailler dessus, c'est-à-dire, on met un modèle, on le dessine, mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas le lire. Ah, oui. Et donc là, on s'est dit, pour les prochaines missions, on modélise et on rajoute la voix pour expliquer ce qui a été fait. Et ça, c'est important parce que c'est Ah, important parce que très beaucoup de intéressant, gens ne ouais. savent pas lire un processus et tout ça. Mais si on rajoute la voix, maintenant il y a des outils qui permettent de faire ça avec Adobe et tout ça. Si on rajoute la voix, ça va plus faciliter le travail aux gens qui vont venir après nous. Très intéressant et j'y avais pas pensé en plus parce que moi ce que je fais pour donner les clés de lecture des modélisations, je fais en général une réunion d'information d'une petite demi-heure avec mes contributeurs et je leur explique je fais une légende hein, bien sûr et je leur explique comment le lire. Mais en fait, c'est encore plus efficace de rajouter comme tu dis un fichier son derrière qui le fait en live quoi. C'est super, c'est très intéressant. Alors, au niveau de la gestion de la connaissance, donc tu la recueilles, tu la modélises, comment tu l'archives, comment tu la stockes, sous quelle forme et où au niveau de l'entreprise? Parce que j'imagine c'est hyper sensible, c'est des Oui, données confidentielles. effectivement. Alors, c'est sous format, soit c'est sous format papier ou électronique. Et donc ça, quand c'est un livre de connaissances, c'est vraiment un livre, un document qu'on garde au niveau de l'entreprise. Généralement, on le garde au niveau de la DRH parce que ça concerne la DRH généralement. Ou bien si c'est une base de connaissances, donc c'est dans la DSI. Et là, c'est-à-dire que la base de connaissances, elle doit être protégée parce que c'est un produit qui est en interne qui doit être vraiment protégé. Et c'est une connaissance qui a une valeur qui ne doit pas être diffusée n'importe où. Et moi, par rapport à mon passé de cybersécurité, on devrait mettre dans ces endroits une charte pour protéger cette connaissance. Parce qu'on oublie généralement de mettre, on parle de l'information, il y a des chartes par rapport à l'information, par rapport à la photo, mais on oublie de mettre des chartes par rapport à la connaissance. Et je pense que ça, c'est important de le faire, surtout pour la connaissance collective. Je parle pas de la connaissance individuelle qui sort de l'entreprise, mais quand on est dans une organisation, on doit mettre une charte de la connaissance pour éviter une déperdition de cette connaissance, une perte de la connaissance.
Donc là, c'est vrai que, alors, ma question, c'est que au début, j'ai commencé à dire que toi, tu étais plutôt orienté sur la business analyse métier. Je me rends compte pas forcément, puisque tu parles de la DSI. Est-ce que, je pense qu'en fait, c'est même beaucoup plus vaste. En réalité, l'ingénierie des connaissances, il n'y a pas de, c'est plutôt métier, plutôt gouvernance, plutôt IT, parce qu'en fait, c'est la base. L'information, c'est la base de toute proposition de solution. Du coup, est-ce que tu parles parfois avec les pôles métiers pour les aider à restructurer justement leur processus interne, etc. Ou tu restes quand même orienté IA avec les équipes de développeurs derrière qui vont Non, s'approprier. non, non, non. Non, on parle même avec les pôles métiers. On parle avec eux pour développer leur processus, surtout pour optimiser leur processus. Et des fois, c'est pour les aider à mieux cerner leur travail, parce que des fois, il y a une déperdition. Il y a une déperdition dans un département. On voit que des fois, il y a plusieurs personnes qui font plusieurs trucs, mais qui sont différents et qu'on n'arrive pas à les joindre. Donc, on arrive là pour essayer de trouver les liens pour faciliter à d'autres départements de rentrer en communication avec eux. On l'a fait, par exemple, il y avait une entreprise d'informatique où ils faisaient de la gestion. Ils faisaient du développement et d'outils informatiques. Il y avait tout un processus qui était là, qui était beau. Mais, ils avaient certains problèmes parce que ils avaient des développeurs qui étaient en Amérique latine, d'autres en Asie. Ils n'avaient pas la même compréhension des choses, ils n'avaient pas la même vision des choses. Et même pour certains en Europe, c'est simple. Par exemple, pour le code postal, c'est un petit truc de rien du tout. Mais le code postal en France et ailleurs n'est pas le même. N'a pas la même appellation et tout ça. Ils travaillent ensemble, mais ils savent pas que c'est le même que c'est le code postal. Donc chacun l'appelle seulement. Et on essaye de joindre tout ça ensemble, donc avec ces gens-là. Donc oui, on le fait exactement. D'accord, super, ouais, ça me parle bien. Et alors une autre question, je pensais, tu disais au début que la connaissance évolue sans arrêt, que c'est jamais statique. Donc là, toi, tu arrives à un moment donné, tu fais une cartographie, tu fais ta carte de connaissances, et après, toi, tu pars, ta mission est finie. Ouais. Comment est-ce que tu accompagnes l'entreprise si jamais elle te le demande, pour qu'elle puisse continuer de faire évoluer leurs connaissances, justement? Alors, ce que je propose moi-même en tant que consultant, c'est que on essaye de coacher une ou deux personnes parce qu'on ne peut pas rester à l'éternité dans cette entreprise, de coacher une personne à apprendre ce métier-là. Et donc, il y a un temps de coaching à développer avec les informaticiens la base de connaissances ou surtout la base de connaissances. Et cette personne-là qu'on va accompagner, on va au début lui montrer c'est quoi la gestion de connaissances, la méthodologie. Après, on va lui donner des petites missions en interne. On va le suivre, le coacher. Après, on le laisse parce que la connaissance, comme tu l'as dit, elle n'est pas figée. Et donc, c'est à l'entreprise elle-même de former un pôle KM. Et ce pôle-là est là pour faire évoluer la connaissance. C'est-à-dire, il y a du travail, il y a du travail tous les jours, toutes les semaines. Et ça serait bien que, par exemple, tous les 6 mois ou un an, allez, on va dire un an, faire un petit audit de voir qu'est-ce qui a évolué par rapport à ce qui a été fait et faire évoluer ce livre de connaissances. Voilà. D'accord, très très intéressant. Alors, je pense que déjà on a une bonne idée de ce que c'est à présent et des étapes. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui voudraient faire l'ingénierie de la connaissance, des connaissances et non des connaissances. Ouais, c'était la Des question que je te connaissances. posais tout à l'heure. Est-ce qu'on dit plutôt de la connaissance ou des connaissances? Tu m'as dit plutôt des connaissances, c'est plus large que de la connaissance. Est-ce que tu aurais des conseils et est-ce que tu constates par exemple certaines erreurs? Et toi, maintenant que tu as quand même beaucoup d'expérience, des erreurs qu'on pourrait éviter et comment? Alors, l'erreur qu'on ne devrait pas faire surtout dans le recueil. Dans le recueil, des fois, on part dans une entreprise où on a affaire à une personne et on sait, par expérience, ou bien on a travaillé des gens dans ce métier-là, et on sait ce qu'il va nous dire. Mais il faut jamais, l'erreur, c'est de ne pas intervenir, de le laisser parler.
Et ça, c'est important parce que certains le font et quand elles le font, la connaissance, elle est biaisée. Il y a eu des erreurs, il risque d'y avoir des erreurs et tout ça. C'est-à-dire qu'il faut partir dans un endroit, même si on connaît ce métier-là, on le maîtrise, il faut se mettre dans la tête qu'on ne sait rien. Ça, c'est le grand conseil que je donne. Même pour les gens qui font les processus, c'est sûr qu'ils sont passés par des processus similaires. Même s'ils le connaissent, ils doivent faire semblant de ne rien savoir. Et c'est mieux pour eux pour être neutre, d'une part, et pour aider l'autre personne à mieux travailler son processus, à mieux se valoriser et tout ça. Donc voilà, c'est le grand conseil que je donne. Donc oui, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi un de mes conseils, mais avec moins d'expertise que toi, où je pars sur une posture de questionnement sans ego. Donc en programmation, on appelle ça le egoless programming, c'est-à-dire comme tu dis d'arriver dans un interview comme si on ne connaissait rien, comme si on était un enfant ou un débutant absolu. Et comme tu dis, d'autant plus qu'on a déjà l'expérience parce que là, soit on va anticiper en fait ce que peut dire le contributeur. Du coup, bah lui, il va se dire, ça sert à rien d'en parler, la personne en face, elle sait. Et du coup, on se prive d'informations parfois qui sont pas celles qu'on attend. Et toi, notamment plus l'ingénierie de la connaissance, c'est encore plus fort. Et ou alors, et parfois ça part d'un bon sentiment, c'est plutôt de vouloir mettre la personne en confiance, en lui disant je te comprends, etc. Et c'est là, il faut que se prendre la main dans le sac en disant hop, hop, attention, n'anticipe pas. Donc ouais, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu as d'autres erreurs qu'on pourrait éviter que tu vois de temps en temps? L'autre erreur, c'est d'être donc ce que il faut éviter parce que des fois on est arrivé dans des projets où il y a une personne des personnes qui sont là et à la fin, c'est vraiment quand on leur montre la modélisation et tout ça, ils nous disent ah bon et ça on sait le faire, ça on le sait le faire, mais elles savent pas le faire, elles savent pas le faire, elles essayent de minimiser votre travail. Alors, il faut être fort. Il faut leur montrer. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Puisque vous le savez le faire, faites-le. Et on se revoit dans 15 jours. Essayez de faire ça et on se revoit. Et au bout de 15 jours, elle vous répond, ah non, monsieur, je suis pas arrivé. Donc, ces gens-là, des fois, ça arrive qu'on a affaire à des personnes comme ça. Il faut rester fort. Faut pas se dire que ça y est, je peux plus psychologiquement, ça marche pas et tout ça. Non, au contraire. Voilà, c'est un autre conseil que je peux donner. Surtout pour les gens qui font du consulting, c'est difficile des fois. Ouais, Que tu es dans la même. ouais, je connais. Ouais. Et pourquoi est-ce que ces personnes-là, elles disent non mais c'est bon, on sait est-ce que c'est plutôt parce que c'est pas elle les donneurs d'ordre et elles se demandent un peu ce que tu fais là et à quoi tu vas servir? Ouais, Je sais pas, des fois je me pose des questions. Est-ce que c'est par mépris? Est-ce que c'est par peur? Comme on a dit au début. De ne pas être valorisé. Il y a un effet psychologique. Il y a un effet psychologique derrière qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais il faut faire face. Il faut faire face. Voilà, il faut faire face. et ça va se faire le mot de la fin parce que c'est effectivement ce que j'avais vu dans l'ingénierie des connaissances, c'est de dire que c'est interdisciplinaire en fait. C'est vraiment c'est pour ça que c'est si complexe. Déjà t'as l'humain, dès que t'as l'humain c'est complexe. Ça intègre des aspects dont tu parlais de l'informatique, de la psychologie Oui, cognitive. Et oui. toi je pense que t'as une grosse empathie, en plus une bonne expérience depuis tant d'années. Du coup, toi-même, t'as ta propre connaissance qui est instinctive en fait, et intuitive plutôt. Et effectivement, la psychologie pour essayer de déminer, par exemple, des conversations qui peuvent où on sent parfois le contributeur, il se rétracte un peu, il veut plus trop dire des choses, ou bah, souvent on touche à des peurs. Et c'est pour ça que c'était ma question. Elle était aussi pour faire toucher du doigt que c'était interdisciplinaire, mais que la partie psychologie de l'humain même si on n'a pas fait d'études en psychologie, c'est pas grave, mais ça peut être très important en fait dans le résultat que tu vas produire. La linguistique aussi, tu parlais. Oui, il y a de la Euh, linguistique, le text mining, il y a l'ergonomie, il y a la partie data mining, donc tout ce qui est là. Et il y a cette partie psychologie que, que
qu'on connaît. Il y a aussi la partie sociologie, puisqu'on parle d'organisation, la linguistique, il y a la psychologie cognitive et il y a l'informatique. Donc voilà, tout ça, ça rassemble l'ingénierie des connaissances. Toutes ces sciences-là rassemblent l'ingénierie des connaissances. Eh ben, c'était passionnant. J'aurais plein d'autres questions à te poser parce que là, on a évoqué text mining, data mining, etc. Et donc, toutes les notions d'outils, bon, là, on n'a pas le temps d'aller plus en détail, mais je pense que ça aussi, ça pourrait énormément intéresser les personnes qui regardent cette chaîne parce que souvent, on me demande, mais comment on fait, quels sont les outils, etc. Moi, j'ai souvent, d'abord, on va comprendre la photo globale avant de rentrer dans comment concrètement. Mais ça aussi, ça, c'est ce que tu enseignes à tes étudiants, hein, j'imagine, comment on le fait concrètement avec ces outils-là. Alors, comment on le fait? C'est-à-dire qu'il y a un recueil des données, par exemple, pour le text mining. Pour le text mining, je vais y aller. C'est-à-dire qu'il y a des textes, on extrait les mots qu'on juge nécessaires, et à travers ces mots-là, on détermine quel texte il est lié à telle connaissance, la référence, et comme ça, quand on met la base de connaissances, c'est-à-dire quand on parle de connaissance A, on sait quels sont les textes qui suivent, qui sont derrière, s'il y a des films derrière, quel film il y a, et tout ça, c'est pour mettre des liens. Après, tout ce qui est data, il y a beaucoup de données dans les entreprises, des statistiques et tout ça. Donc, on fait la même chose. On recueille la donnée qu'on veut pour le type de connaissance qu'on veut et on met des liens. Donc, c'est surtout pour la base de connaissances et ça aide énormément. C'est-à-dire que il y a la connaissance, il y a le texte qui a été rédigé, il y a la donnée qui est là. Donc, on peut dire, et moi, je considère le tout une grande connaissance avec un grand C. Parce que tout ça, ça vient de l'humain, que ce soit la donnée, ça vient de l'humain, même s'il y a des machines derrière, mais il y a toujours l'humain derrière. Il y a l'humain qui est en premier lieu. Donc, et tout ça, c'est la grande connaissance qu'on doit prendre en compte. Donc, il faut jamais séparer les connaissances des données et des textes. Ça, c'est important. Et tu le fais, je voulais terminer l'interview, mais en fait, j'ai une autre question, je peux pas terminer sans la poser. Est-ce que tu utilises des outils pour aller faire ce text mining, ce data mining, ou c'est à la main, entre guillemets, avec des requêtes? Par exemple, tu vas, en data mining, tu vas aller dans des outils de business intelligence et tu vas aller dans les reporting de l'entreprise à la main, ou est-ce que, bah, tu dois, avec l'aide des informaticiens, par exemple, mettre en place des outils d'extraction, pour que ça soit fait Mais, automatiquement? non, non, c'est avec des outils. C'est avec des outils, avec des informaticiens, dépendant, pour les data mining, on utilise Orange Tools, voilà. Donc, bien R, bien, c'est pour avoir les données qu'il faut avec les informaticiens. Eux, ils font l'extraction et nous, on recueille ça avec la D'accord, connaissance. super. Super, bah moi ça m'ouvre des perspectives intéressantes aussi sur tout ce qui est élicitation, donc recueil d'une information exhaustive, fiable, vérifiée, consensuelle qu'on utilise tout le temps en business analyse. Et là, bah tu es l'expert, voilà, tu montres comment une autre expertise peut améliorer la propre expertise du business analyst. C'est pour ça que nous aussi, je dis, la business analyst c'est interdisciplinaire et c'est même pluridisciplinaire. Et ben grâce à toi, je te remercie. Ça m'ouvre des connaissances supplémentaires et des manières de mieux faire mon métier. Donc, je te remercie infiniment. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette interview de Samy. Si vous voulez en savoir plus, toutes ces informations de contact sont en barre de description de cette vidéo. Et est-ce que tu prends des missions? Est-ce que tu veux passer un message Oui, je te remercie. Je te remercie. J'ai trouvé ça très intéressant quand on a eu le premier contact ensemble. Et donc, je te remercie pour m'avoir invité. Je remercie tous ceux qui nous regardent. S'il y a des questions, n'hésite pas à me contacter vers le lien. Je suis là. Donc, voilà. Pour tout ce qui va y être. Donc, on est là pour aider les autres. Surtout ça. Super. Il n'y a pas que l'aspect Merci. financier, il n'y a pas que l'aspect financier, on est là pour transmettre la connaissance. Merci beaucoup, Samy, pour toutes ces informations, ton humanité aussi. Et je te souhaite le meilleur. Et pourquoi pas pour une autre fois pour détailler les outils. On n'a pas pu aller dans le détail, mais il y a déjà plein d'infos que tu nous as transmises. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette interview. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Au revoir.